Alors, on va vous faire une petite intro avant de commencer. Nous, c'est les Copennes. On organise la table ronde ce soir. Je pense que vous nous connaissez, mais si jamais, on est un collectif d'actrices du milieu culturel engagé et on fait des événements pour essayer de se regrouper dans la culture, se serrer les coudes, parler de conditions de travail et aussi voilà, faire des événements un peu plus fun juste pour se rencontrer, etc. Ah, on m'entend pas? C'est bon là? Ok. Donc voilà, et ce soir, on est là pour parler de comment se syndiquer dans notre métier culturel. Et avant de commencer, on voulait vous parler, vous présenter quelques personnes. Déjà, on a Rola. Je sais pas où tu es, Rola, si tu peux lever la main. Trop bien. Qui a un petit brassard violet. Rola, c'est notre référente CARE. Donc, si jamais vous êtes témoin ou subissez une remarque ou action discriminatoire, si jamais vous vous sentez mal, si vous avez besoin de prendre l'air ou d'être mis à l'écart, n'hésitez pas à aller voir Rola, elle est là pour vous. On a aussi deux personnes qui seront là pour tenter de faire en sorte que cet événement se passe bien, qui ont des brassards de 7 couleurs. Voilà, vous pourrez aller les voir également. Ensuite, on a une photographe ce soir qui est Elsa. Donc vous pouvez regarder, Elsa est là. Si jamais vous voulez pas être pris en photo, il y a aucun souci. Il faudra juste aller la voir et lui dire parce que comme ça, elle peut vous repérer et ne pas vous mettre sur Internet. On a aussi une captation faite par Alexandre. Wouhou. Donc, on verra pas vos têtes, vous inquiétez pas. Par contre, si jamais vous intervenez, que vous posez des questions et tout, on vous demandera de vous rapprocher du micro. Parce que sinon, on ne pourra pas avoir votre son pendant la vidéo YouTube. Et le but, c'est qu'on mette ça sur Internet pour que ça serve à d'autres gens plus tard. Voilà. Et ouais, par contre, si jamais vous êtes gêné de prendre le micro, vous pouvez nous poser la question à nous et nous, on la répète. Il n'y a aucun souci. On a aussi une table, bonjour la table, à côté du bar, où vous avez des flyers des syndicats. Vous avez aussi une boîte à dons des Copennes si vous voulez nous aider pour refaire ce genre d'événement, ça nous aiderait beaucoup. Et une boîte aux lettres si vous voulez nous laisser des idées pour de futurs événements et des petits mots. Voilà, n'hésitez pas. Voilà, et du coup, on tient à faire quelques remerciements avant de commencer. Donc déjà, les 4 syndicats qui ont répondu présent à l'appel et qui vont se présenter juste après. Donc on remercie également vous, le public, d'être venu et de se déplacer un mardi soir à Villeurbanne. C'est super. Merci pour ça. Et donc on remercie évidemment beaucoup le Toy Toy qui nous accueille gracieusement ici. Donc on vous invite à aller consommer au bar si vous avez envie pour les soutenir. Et à côté de ça, ils font plein d'autres événements qui sont sur leur Instagram et sur leur site internet. Et du coup voilà. Et le bar, si jamais donc là la table ronde va durer 1h30, 2 heures. Et le bar ferme jusqu'à 1h du matin. Donc voilà. Donc après, si vous voulez échanger informellement autour d'un verre, vous êtes les bienvenus aussi. Et du coup voilà. Avant de commencer, on va faire un petit tour à main levée pour aussi permettre aux syndicats présents de savoir qui est présent et présente ici en fonction, on va dire, des métiers ou des corps de métier, enfin plus des statuts plutôt des personnes présentes et présentes. Donc il y a levé de main qui est étudiante ou en professionnalisation. Donc vous êtes 2, il me semble. 3. Qui est artiste-auteur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Environ 7. Il y a environ 7 personnes, artistes-auteurs. Qui est intermittent ou en voie d'intermittence. Oh, waouh, ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc une petite dizaine. Une petite dizaine qui est en auto-entreprise. Pas mal aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Environ 12. Une douzaine. Et qui est en salariat, CDD, CDI. 1, 2, 3, 4. Tu es tout. Tu es tout à la fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une dizaine. Et qui en...
Qui est en demandeur d'emploi? Donc il y a 1, 2, 3, 4. Il y a des mains qui se lèvent plusieurs fois pour la captation. C'est ça. Donc il y a environ 7-8 personnes demandeurs d'emploi, demandeuses d'emploi. Et il y avait un dernier truc. Est-ce qu'il y a d'autres statuts? Non, on a tout dit. Voilà. Vas-y. Alors juste pour vous dire un peu comment ça va se passer, on va d'abord faire des tours de table de nos intervenants. On va leur poser des questions un peu, qui regroupent un peu, je pense, des questionnements que vous pouvez vous poser. Et si jamais vous avez des questions en plus, on vous donnera la parole et vous pourrez lever la main. Et à ce moment-là, on vous fera passer le micro avec plaisir. Et pour le premier tour de table, du coup, on voulait demander au syndicat si vous pouvez vous présenter, dire à notre public à qui vous vous adressez, et quelles sont vos actions. Bonjour, je me présente Alexis Coursier, je suis salarié des compagnies de spectacles vivants, employé en tant que chargé de production, et donc syndiqué au SYMPTAC CGT. Le SYMPTAC, c'est le syndicat national des professions du théâtre et de l'action et des activités culturelles. Voilà, qui regroupe les employés techniciens, administratifs et personnel d'accueil du spectacle vivant. C'est un syndicat qui fait partie de la Confédération Générale du Travail et qui appartient donc à une fédération, la Fédération du Spectacle, et à la Confédération. Je pense que c'est intéressant de donner un cadre qui est commun à tous les syndicats de la CGT. C'est celui de son ambition de défendre les salariés, lutter avec les salariés et participer à la transformation de la société et même en fait en finir avec l'exploitation capitaliste. Donc voilà, ça dresse un peu le cadre commun à tous les syndicats de la CGT et pour ce faire, les moyens d'action sont ceux du rapport de force avec le patronat et le capital. Voilà, et donc pour arriver à cela, le syndicalisme, c'est un syndicalisme de masse, puisque le nombre, c'est une des seules manières pour nous d'arriver à cela. Et voilà, donc le nombre avec des salariés qui sont conscients et déterminés. Et les syndicalistes, c'est un peu leur rôle en fait. C'est celui d'entraîner les salariés à se battre pour défendre leurs droits et conquérir leurs droits. Voilà, ça s'adresse un peu le cadre de ce que c'est le syndicalisme en général. Et voilà, moi je suis au SYMPTAC, le syndicat des administratifs et techniciens, donc avec tous ceux qui partagent les mêmes réalités de métier. Le principe, c'est s'organiser dans un syndicat de métier ou d'entreprise. Dans le spectacle, on est plutôt dans les syndicats de métier, à la différence de syndicats type Sanofi à la CGT, qui est organisé autour d'une seule et même entreprise. Voilà, j'espère que je reste suffisamment dans le cadre de la question qui est posée. Et je vais me concentrer maintenant sur la fédération du spectacle au sein de la CGT. Il y a 33 fédérations au sein de la CGT. La fédération du spectacle en est une. Et d'ailleurs, c'est quand même important de dire le nom complet de la fédération du spectacle. C'est un peu un challenge, parce que l'idée, c'est de faire de l'unité au sein des syndicats en général, donc d'avoir un dénominateur commun et pas plein de petits syndicats éparpillés. Donc la fédération regroupe tous les syndicats du spectacle, de l'art, de l'audiovisuel, du cinéma, de l'action culturelle et nouvellement des journalistes. Voilà. Donc en fédération, c'est une manière aussi de s'organiser pour lutter sur des projets, sur des luttes qu'on a en commun. En plus du SYMPTAC, à la Fédération du spectacle, il y a le SNAP, avec ma camarade Laure qui est ici, mais il y a aussi le SNAM, le syndicat des musiciens, interprètes, enseignants, le SFR, le syndicat français des réalisateurs, le SFA, le syndicat français des artistes, avec les comédiens, danseurs, danseuses, notamment artistes de cirque. Voilà, je vous l'ai dit, pas tous. Il y a le SPIAC aussi sur l'industrie de l'audiovisuel et du cinéma. Voilà, donc ça donne une idée. En tout cas, le syndicat à la CGT, tout part du syndicat, tout part de la base. Et c'est vraiment la cellule, voilà, qui constitue l'organisation un peu autogérée de la CGT.
et tout part du bas et la dynamique part du bas. C'est quand même important de parler de ça un petit peu, tout cette, comment dire, tout ce qui est hérité de comment la CGT s'est constituée à travers sa constitution à la fin du 19e siècle, au sein du 20e siècle, cette autogestion apportée par les courants anarchistes, tous les mouvements, les courants du mouvement ouvrier, syndicalisme révolutionnaire et les courants du socialisme. Voilà, donc pour cette organisation à la base, les syndiqués se retrouvent en section d'entreprise ou en section locale. Pour ceux qui sont pas dans les entreprises comme moi, intermittent, ou tous les personnes indépendants ici, ça sera des problématiques qui seront comment réunir tous les travailleurs et les travailleuses en section pour défendre leurs droits et puis en conquérir quoi. Je pense que j'ai fait un tour un peu exhaustif du syndicat et de la Fédé en espérant avoir été trop long et je passe la parole à ma camarade. Bonsoir. Alors, je me présente Laura Boif, je suis artiste-auteur et je suis photographe pour être précise. À côté de ça, à l'heure actuelle, je travaille en CDI dans une galerie spécialisée en photographie contemporaine. Donc, si jamais vous remarquez, en fait, je resterai toujours en photo. Mono-obsessionnel, c'est un peu les trucs des photographes en général. Mais voilà, c'est un CDI à mi-temps parce que nos statuts d'artiste-auteur, on en parlera un peu tout à l'heure, ont de gros soucis. Donc, je suis là pour représenter le syndicat SNAP, qui est fédéré à la CGT. Donc fédéré à la CGT spectacle de son petit nom, même si au départ ça me faisait peur parce que spectacle quoi et les autres, mais en fait c'est les abréviations des fois ça peut nous faire tout confondre, donc il faut pas penser comme ça. SNAP, ça veut dire Syndicat national des artistes plasticiens. Donc au départ j'étais pas sûre que ça me comprenait en fait. Donc on porte des noms qui sont des fois un peu obscurs. Nous on est là pour tout artiste qui est dans les arts visuels de manière très large. Donc, à l'heure actuelle, on a quand même beaucoup de graphistes, designers graphistes, photographes, sculpteurs, dessinateurs, illustrateurs. On a des performeurs, des performeuses. Et donc, notre syndicat, il va vraiment se constituer en fonction des personnes qui sont dedans. Donc pour l'instant, on s'est regroupé comme ça. Ce syndicat, il existe depuis 1977. Il a été créé par des artistes. Donc il y avait par rapport à des combats à ce moment-là, enfin ils se sont mis ensemble, ils se sont dit il va falloir qu'on réagisse et ils ont toqué à la porte de la CGT qui les a tout de suite acceptés, alors que comme rappelait Alexis, il parlait beaucoup de salariés. On n'est pas salarié en fait. Artiste-auteur, c'est indépendant. Enfin, artiste-auteur étant un statut social, ça peut être un peu compliqué, mais en gros, voilà, on est considéré comme des indépendants. Donc, ça peut paraître étonnant qu'on soit à la CGT et en fait, on a toute notre place. Donc voilà à qui il s'adresse. Et pour ces actions, en fait, c'est extrêmement large. Et pour pas rentrer trop dans les détails, parce qu'on va en parler certainement. Enfin, on va parler juste après. Je vais me baser sur une phrase qui, moi, m'a fait adhérer, et puis je pense qu'elle est réellement révolutionnaire, et moi, ça m'a beaucoup apaisée, c'est ce qui m'a fait oser me syndiquer. Déjà m'intéresser au fait qu'il existe un syndicat, parce que je savais pas qu'il y avait des syndicats pour les artistes à la base. Voilà, c'est qu'on se revendique en tant que travailleurs et travailleuses de l'art. Donc il y a ce petit bouquin que je vous conseille, magnifique, qui est édité par, le texte est de Julia Burtin-Zortea avec les dessins de Louise Drull, et c'est une personne qui travaille qui travaille bénévolement au sein de la Buse, un collectif d'artistes, de chercheurs, protéiformes partout en France, avec qui donc du coup le SNAP travaille. Le SNAP travaille aussi énormément avec le syndicat STA, qui est de la CNTSO. Donc en fait, on n'est plus dans des carcans où chacun est dans son coin. On est vraiment là pour penser ensemble. Donc là, notre action est vraiment pour pouvoir montrer et prouver qu'on est des travailleurs et des travailleuses, et casser ce mythe de l'artiste bohème où on n'a pas besoin de manger dans la vie, on n'a pas besoin de dignité, et c'est très bien parce qu'on est au-dessus de tout le monde. Non. On a des réalités comme tout le monde et on aimerait bien vivre dignement, et que notre travail soit considéré comme tel. Je passe le micro à Sébastien.
marche pas. Il marche pas. Bon, je prends celui-ci qui marche, lui. Donc, Sébastien Douenas, je représente le syndicat Sud Culture. Je suis par ailleurs administrateur, moi, dans le secteur du spectacle vivant, surtout. Je bossais un peu dans le cinéma aussi, mais voilà. Donc, notre syndicat Sud Culture, on est membre, nous aussi, d'une union syndicale nationale qui est beaucoup, beaucoup plus jeune que la CGT, qui s'appelle Solidaire. C'est souvent plus connu d'ailleurs que les syndicats sud, parce que c'est souvent ces drapeaux-là qu'on voit dans les manifs. Mais un petit mot sur Solidaire, ça existe depuis la fin des années 90. Ça a été créé dans la continuité d'un groupe de syndicats autonomes qui s'appelait le groupe des 10, qui a rencontré des militants déçus. Et on va dire, en tout cas, on bute avec la CFDT au moment... comment le dire correctement, au moment de leur virage droitier, on va dire, dans les années 80. Voilà, ces militants-là je fais vraiment un raccourci, quoi, parce qu'en fait, il y a toute une histoire autour de la création de Sud PTT, de la transformation, de la privatisation de la Poste. C'est ce qui a donné naissance, en fait, à Sud PTT, puis à Solidaire. Mais voilà, en gros, le berceau de Solidaire, c'est ça. Solidaire, c'est un syndicat qui aussi se revendique de la charte d'Amiens, comme de la CGT, qui est donc un syndicat révolutionnaire une union syndicale en tout cas révolutionnaire de transformation sociale. Donc pour revenir à Sud Culture, donc qui est le syndicat des professionnels de la culture au sein de Solidaire. Sud, c'est un acronyme. Le S, pour solidaire justement, avec une priorité à toujours être auprès des exclus et des minorités. U comme unitaire, on recherche toujours l'unité d'action la plus large possible. Concrètement, ça veut dire d'être de la plupart des mouvements intersyndicaux. Et le D, c'est démocratique. Ça, c'est un peu la grande particularité, on va dire, non, parce que tous les syndicats le sont, mais en tout cas, il y a beaucoup d'insistance autour de la démocratie dans le Sud. Chacun doit pouvoir apporter sa propre réflexion, enrichir le débat. Dans les statuts de Sud Culture, il y a des outils concrets qui sont créés et mis en place pour que tout le monde puisse participer. Disons que il y a une recherche en gros permanente du consensus au sein des diverses sections des divers syndicats de Solidaire. Les principes fondateurs donc du syndicat, c'est un syndicat de transformation sociale, c'est-à-dire que on lutte dans un but de construction d'une société autogestionnaire, anti-patriarcale, anticapitaliste, etc. Il faut de l'utopie. On a un autre fondement, c'est le syndicalisme de terrain, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de permanent à Sud. Aucune décharge syndicale à 100% n'est possible. On considère que syndicaliste, c'est pas un métier. Donc en fait, du coup, c'est ce qui crée en fait notre particularité, en tout cas dans la représentativité du syndicat. Donc Sud, il s'adresse à tous les travailleurs, toutes les travailleuses de la culture, quel que soit leur régime, leur discipline artistique. Le champ d'action, bien sûr, on lutte pour plus de moyens humains et financiers dans le secteur culturel. On lutte pour moins de précarité chez les travailleurs et travailleuses de la culture. Et concrètement, c'est quoi on en parlait tout à l'heure un peu entre nous. Ça peut être déjà participer à l'amélioration des conditions de travail à travers les conventions collectives. Donc ça concerne les salariés. Les conventions collectives existent quand on est dans un lien de subordination entre un employeur et un salarié. Mais en tout cas, c'est déjà un des endroits dans lequel se situent les syndicats, c'est-à-dire quand ils sont représentatifs dans une filière, à la table des négociations de la convention collective, donc des conditions de travail. Voilà. Pour revenir un peu sur la spécificité de Sud Culture, c'est aussi un syndicat qui se permet un peu de hors-piste par rapport au secteur. La place de l'interpro est super importante. Donc, dans chaque union locale, tous les syndicats, toutes les sections syndicales sont représentées. C'est aussi un syndicat qui n'hésite pas à sortir justement de la mouvance syndicale dans ses luttes pour aller vers des convergences un peu plus globales et un peu durables, notamment à travers toutes les luttes avec les sans, on va dire SANS, les sans-emploi, les sans-papiers, les sans-logements. Donc voilà, en gros, pour Sud Solidaire. Bonsoir. C'est Nomi pour le STJV, le syndicat des travailleurs et travailleuses du jeu vidéo. On a une petite particularité au syndicat, c'est que c'est un syndicat indépendant.
Durant la création, il y a eu des pourparlers pour savoir est-ce que le syndicat allait se relier à une confédération ou non. Et un des points qui a fait qu'il y a eu une préférence pour l'indépendance, il y a même deux petits points intéressants. Il y a déjà la question de dans quelle branche on allait être mis. Et au STSIV, on dit on fait autant de l'agriculture que quelque chose de très technique. Et souvent, on voulait nous ranger dans l'un ou l'autre. Qui a été un des petits éléments pour la prise de décision. Et l'autre, c'était qu'on était dans une industrie extrêmement néolibérale, née dans les années 80. Donc le syndicalisme, la lutte, la politisation, côté salarié, était très faible. Et donc il y avait ce côté de ne pas se coller une étiquette malheureusement trop connotée. Ceci dit, on reste que le syndicat est un syndicat qui se veut aussi un syndicat de lutte révolutionnaire, qui a un héritage très lié à ce qu'on a appris en tant que militant de comment est né et comment a lutté la CGT, par exemple. Et donc, une des grosses missions qu'il y a eu au début, c'était de dire on est dans un milieu extrêmement néolibéral, avec peu de politisation côté salarié. Va falloir faire du travail de terrain, encore une fois, pour politiser et pour créer un rapport de force. Parce que forcément, l'industrie du jeu vidéo, les patrons en ont profité pour dire on est une grande famille, c'est un métier passion, on va quand même pas se battre entre nous. Et donc, il y avait ce côté famille à devoir casser et dire mais attends, tes intérêts à toi, c'est pas les intérêts du patron. T'es payé au lance-pierre alors que le même métier que toi dans une autre industrie, c'est 2 fois ton salaire. Ce genre de choses à faire prendre conscience. Et donc ça passe forcément par une implantation et par un travail de dialogue et de discussion. Et donc dans cette lignée, il y avait dans les missions qu'on se donne aussi, il y a la question de la création de contenu, de connaissances, et notamment de connaissances et de stats qui ne viennent pas du patronat. Parce que c'est un gros problème, c'est que par exemple, on a régulièrement, et notamment cette année, ce qu'ils appellent le référentiel des métiers du jeu vidéo. Le problème, c'est que quand on regarde nous et quand on en discute entre nous, entre travailleurs et travailleuses, on regarde les salaires, on fait mais on rêverait d'avoir les salaires qui disent, parce qu'en fait ça n'existe pas. Et du coup, pour contrecarrer ça, cette année ou l'année dernière, en tout cas on l'a sorti cette année, on a créé un baromètre où on est allé poser les questions directement aux travailleurs et travailleuses pour savoir quels étaient les salaires, quelles étaient les études, est-ce qu'il y avait un endettement tout le temps partout, ce genre de choses pour avoir des chiffres venant directement de l'industrie, des personnes qui faisaient des jeux vidéo. Et on est aussi un syndicat qui s'est basé sur l'idée d'avoir un syndicat d'industrie, et même on pourrait presque dire plus large, parce qu'en fait on syndique des gens très très divers. Certes, on syndique les gens des studios de production, des éditeurs, mais on peut syndiquer des personnes qui sont en boutique de jeux vidéo. Du moment c'est une personne qui fait de la valorisation et de la production du jeu vidéo, on considère que s'il est travailleur ou travailleuse, elle a la place chez nous. Ça peut être du personnel de ménage. Alors, et la plupart du temps, on discute et on voit si c'est le plus approprié ou pas. Mais en tout cas, si on doit aider des personnels de ménage dans un studio, on le fait. Si on doit les rediriger, on redirige. Mais ce point était assez important pour nous et ça peut aller aussi créatrice de contenu. C'est vraiment très très large. Et dans les autres missions et dans les choses un peu plus concrètes, un peu plus récentes, on fait aussi de la grève quand on peut. Et cette année, on est vraiment dans une année où on a de plus en plus de grèves. Récemment, on a eu la grève d'Ubisoft il y a une semaine à peu près, qui est littéralement la plus grosse grève, au moins en France, mais certainement mondiale en termes de nombre d'effectifs de mis en grève dans un studio ou en tout cas dans une entreprise de jeux vidéo, sachant qu'on n'est pas le seul syndicat à Ubisoft, en tout cas à Paris et à Montpellier, ou d'autres syndicats comme Solidaire, comme la CGT, comme le Printemps écologique qui sont présents. Et on a eu d'autres grèves, on a eu Spider, ce qui est un studio parisien. Ce qui est intéressant, c'est que pareil, on essaye de créer des solidarités entre les différents studios et
À la suite de Spiders, il y a un autre studio de éditeur Nacon qui s'est remis en grève, qui s'appelle Kyoton, à la fois en solidarité, mais à la fois parce que, en fait, ils avaient des luttes communes, donc autant intensifier le mouvement en même temps. Et une autre parmi toutes les missions qu'on peut avoir, c'est tout simplement la lutte contre les discriminations, parce que elle s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Donc le sexisme, la transphobie, tout ce qui est LGBT-phobie, etc., le racisme, bien entendu. L'idée est d'y lutter en interne et de se former, forcément, et de créer, pareil, des stats et autres. Et la grosse mission de beaucoup de syndicats, en fait de tous les syndicats, c'est aussi du soutien et à la fois moral et à la fois juridique, ce qui est aussi le cas au STJE, forcément. Voilà. Je crois qu'on a fait un bon tour. Et justement, c'était notre prochaine question. La vision des syndicats pour les artistes, elle est souvent assez floue. Les artistes sont assez loin des syndicats souvent et les croisent peut-être moins dans leur lieu de travail que dans d'autres milieux. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir pourquoi, pour vous, c'est important de se syndiquer dans son métier artistique et qu'est-ce que ça peut apporter aux gens ? On fait un tour des publics juste après, ouais. Juste après ça là. On fait un tour de table. Ouais, c'est le tour de table. Pourquoi c'est important de se syndiquer, notamment quand on est artiste, pour voir si j'ai bien compris la question. Il y a un truc qui est... Moi, dans mon métier, vu que je suis au régime intermittent, ce qui me semble assez évident, c'est déjà de lutter contre l'éclatement qu'on subit, qui est un éclatement vis-à-vis de tous les employeurs qu'on peut avoir, mais aussi un éclatement géographique qui pose énormément de problèmes pour discuter des choses que l'on traverse dans son travail et qui pose aucune perspective en termes de discussion, d'amélioration et même tout simplement de combat pour faire évoluer nos métiers et nos conditions de travail. Donc ça me semble être quelque chose de la première chose qui me vient à l'idée. Et puis tout simplement la perspective de lutte qui est apportée par les syndicats. Je pense qu'on pourra revenir dessus sur les luttes assez emblématiques qu'il y a eu dans les années précédentes, qui ont été permises par les organisations syndicales, pas que évidemment, évidemment tout par l'ensemble des travailleurs et des travailleuses et puis des organisations politiques, mais on pourra en revenir un peu après sur les luttes par rapport au régime intermittent de 2003, de 2016, en 2020-21 pendant le confinement, sur l'obtention de l'année blanche, la prolongation des droits alors que nos métiers étaient à l'arrêt. Et puis pour parler de quelque chose d'un peu plus institutionnel, les syndiqués qui sont élus dans les instances qui sont celles de cogestion et dans les organismes professionnels, ils agissent sur les conditions de travail et de rémunération à travers les conventions collectives et aussi sur des négociations qui sont celles du chômage à travers la convention de l'UNEDIC tous les 3 ans. Et donc plus les syndicats sont forts et plus les syndiqués sont prêts à se mettre en mouvement, plus les syndiqués mandatés qui vont négocier avec le patronat et l'État pour des conditions d'indemnisation du chômage, plus les conditions seront réunies pour qu'il y ait un rapport de force pour faire améliorer nos droits, en fait. Et là, je pense notamment à ceux du chômage et du régime intermittent, puisque c'est ce qui me concerne dans une certaine mesure, et puis le sujet que je développais. N'hésitez pas à poser des questions pour les autres sujets de lutte que j'espère on aura l'occasion d'aborder. Alors en fait, pourquoi c'est important de se syndiquer au niveau d'artistes-auteurs. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup répondu au niveau des actions de mon syndicat, parce qu'en fait ça se rejoint.
Il y a beaucoup de choses. Donc déjà, je veux pas faire une émission littéraire, mais j'ai ramené plein de bouquins. Parce qu'en fait, il y a plein de bouquins qui sont super intéressants qui sortent en ce moment. Celui-là, un petit peu plus ancien, mais qui vient d'être réédité, qui s'appelle Notre condition, d'Aurélien Catin. Là, d'un seul coup, vous vous rendez compte qu'en fait, se syndiquer, ça permet de prendre du recul. Et on se rend compte donc de notre condition de manière globale. On se dit, ah non, c'est pas moi qui est en train de galérer dans mon coin, c'est normal. Ah, je vais encore prendre cette expo, on me dit qu'on me paye en visibilité, où on sait très bien que les cartons d'invitation, ils sont payés, les petits fours sont payés. À ceux qui bossent, par exemple, si c'est un endroit institutionnel, eux, ils ont un salaire. Et puis, tout ça se passe grâce à quelqu'un qui va montrer son travail. Mais lui, il n'est pas payé. Puis il est tellement pas payé qu'en fait, on va même pas faire le payer pour sa recherche. Et c'est lui qui doit assumer l'ensemble du matériel qui sera exposé, si ce n'est plus. Donc on commence déjà par ça. Et quand on syndique, du coup, on donne de la force, plus de pouvoir, à ce syndicat pour nous représenter. Et qu'est-ce que ça peut donner? Ça peut donner des projets de loi comme ça. Parce qu'en fait, ça, c'est une brochure qui va bientôt être rééditée. Donc, dans un mois, je vous fais un peu de teasing. En fait, on s'est battu pour avoir les chiffres de nos professions. Donc, c'est-à-dire tous les artistes-auteurs. Et je vais pas vous dire tous les métiers parce que on n'a pas réussi à tous les recenser, tellement qu'ils sont nombreux. J'en ai plusieurs pages à 4 si vous voulez que je le fasse pour que vous puissiez vous endormir dans 2 minutes. Mais en tous les cas, en embêtant pour avoir ces chiffres, c'est-à-dire que on est quand même à l'URSSAF Limousin maintenant, magnifique l'URSSAF Limousin à Paris. Quand vous déclarez vos revenus, ils sont censés quand même savoir les artistes auteurs en France, ils gagnent combien par an, ils gagnent combien par profession, en tant que photographe, en tant que designer. C'est bizarre, et nous on peut pas avoir ces chiffres. Donc en tant que syndicat, on a embêté, et on a fini par réussir à avoir des chiffres en 2022. Ça a été quand même, je crois, 2 ans de bataille. Donc, ces chiffres sont dans ce petit livret que vous aurez dans pas longtemps, où on pouvait comparer donc un salaire annuel net médian français dans le secteur privé, donc pour 2021, était de 24 144 €. Pour nous tous, artistes, auteurs, donc on est à peu près à 390 000. Parce que ça dépend si c'est le ministère ou si c'est l'URSSAF. C'est un peu CGT et police. On n'a pas les mêmes chiffres, je ne sais pas pourquoi. Donc les artistes auteurs, eux, leur revenu médian, on exclut les revenus nuls. Donc si vous êtes aux frais réels et que vous avez 0 ou moins quelque chose, donc déjà c'est bizarre. Le revenu médian est de 892 € par an. Donc j'ai parlé de un peu plus de 24 000 € pour le reste des gens, on va dire. Et nous, c'est 892 € par an. Donc ça nous permet de voir, c'est pas toi qui galères dans ton coin, on va pouvoir en parler, et on va pouvoir en parler de manière large. Qu'est-ce qui fait que? Donc ça, c'est déjà une bonne chose de pouvoir du coup être représenté de manière collective. Autre chose que j'ai appris grâce au fait d'être syndiqué, c'est on a des droits à la formation. Alors ça s'appelle l'AFDAS pour tous les artistes auteurs. Donc c'est génial. Moi, en me syndiquant, tout de suite, on n'est pas extrêmement nombreux encore. Donc je suis tout de suite rentrée, on va dire, au national. C'est un peu les termes. Et on m'a dit, mais t'es photographe, toi, tu peux aller représenter les photographes à l'AFDAS. Oui, bien sûr, mais c'est quoi l'AFDAS? Donc voilà, aussi une méconnaissance de ces droits et de ces acquis. Et en fait, la formation, c'est un conquis syndical de 10 ans de bataille. Et on le sait pas. Et c'est grâce à ça. Et c'est, on va dire, extrêmement généreux. Même l'organisation donc de cette formation, c'est nous-mêmes qui le gérons. Donc on décide ensemble de comment répartir l'argent qui est collecté. Et il en reste, profitez-en, formez-vous sur ce que vous voulez. Donc ça fait partie des batailles syndicales. Et si je reviens un petit peu à ça, l'idée, en gros, ça s'appelle « Pour une continuité des revenus des artistes auteurs ». Et maintenant, prochaine étape, on vient de le déposer à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc ça, c'est le petit papier officiel pour dire que ce projet de loi a été déposé. Donc maintenant, il faut faire aussi le reste du boulot, mais c'est déjà une très, très grosse étape. On peut le mettre à la table des conversations, disons. Et ça nous permettrait d'avoir
une caisse de chômage. Si on va comparer à l'intermittence pour que ce soit simple, simplement expliqué. Mais juste en tant qu'artiste-auteur, pour ceux qui sont dans la salle, en tant qu'artiste-auteur, vous le payez déjà, le chômage. Depuis la création du statut, vous cotisez. Vous y avez juste pas le droit. Donc, il y a quand même des petites batailles à faire là, non? Donc ça permet de faire, c'est une chose importante et un petit peu plus compliqué. Je suis désolée, mais je pense que c'est quand même d'importance. Aujourd'hui, dans la presse, peut-être que vous avez pas vu, mais du coup vous pourrez aller voir. Vient d'être publiée une lettre ouverte sur notre sécurité sociale. Donc c'est absolument horrible, on va dire, ce qui se passe de manière simple. Cet article qui est extrêmement complet, vous le retrouverez dans Actualité. Et ça s'appelle, le titre, « La Sécu des artistes auteurs travaille-t-elle contre ses bénéficiaires ?» Lettre ouverte de 22 organisations de travailleuses et de travailleurs de l'art interpelle le ministère de la Culture et celui de la Santé au sujet de la sécurité sociale. En fait, vous savez pas, et c'est grâce au fait d'avoir une représentation syndicale et de travailler depuis qu'on est à l'URSSAF Limousin et d'être donc depuis que notre sécurité sociale était soi-disant dissoute. On était avant à la maison des artistes ou à la GSA en fonction de ce qu'on faisait. Puis ils ont dissous. Officiellement, on a su que voilà, il y a plein de gens qui n'ont pas eu le droit à la retraite, il y avait de gros problèmes, on retrouvait pas les sous. Bon, de manière un peu globale, on a dit ça. Bon, on va tout dissoudre, on va créer une nouvelle caisse et ça sera une caisse bien, quoi, une caisse de sécurité sociale bien. Et en fait, à force de travailler, déjà d'une, elle n'a pas été dissoute. Donc en fait, il y a juste la maison des artistes où on leur a enlevé leur agrément. La GSA, en fait, on lui a changé de nom. On l'a appelé Sécurité sociale pour les artistes auteurs. Donc c'est la GSA auquel on n'avait pas retrouvé. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas exact. Hein. Mais en gros, les soucis qui ont amené à ça venaient de la GSA. Et là, le fonctionnement est antidémocratique totalement. Donc aujourd'hui, on n'a pas une sécurité sociale comme tout le monde. Donc grâce au fait d'avoir des syndicats, on se bat à l'intérieur et là on peut faire une lettre ouverte. On a réuni plusieurs organisations et on se met ensemble pour que les choses changent. Voilà, merci. Ouais, je crois que mes camarades de la CGT ont quand même bien résumé, en tout cas ce qui concerne la défense et la connaissance des droits des travailleurs. Après, j'ai l'impression quand même, pour faire un peu la synthèse, que dans l'intérêt de se syndiquer, il y a la sortie de l'isolement. Je pense que c'est quand même l'intérêt un peu supérieur à tout ça. C'est qu'on est pour beaucoup dans des très petites entreprises assos, voire indépendants, voire voilà, on est éclaté géographiquement, comme tu le disais. On est aussi fragile économiquement, socialement. Donc forcément, déjà, juste ne pas être seul. C'est un bon gros premier pas avant même de militer activement, d'être autour de la table, de poser des projets de loi. Déjà rien que ça, c'est énorme quoi. Il y a l'ensemble. Après, dans la question plus largement, dans la question de la défense des droits, de nos droits, il y a quand même la défense de nos droits dans un contexte super atypique où on a des employeurs qui sont pas des patrons comme les autres. On le dit souvent, ça, ce que tu parlais de famille tout à l'heure. Il y a vraiment ce truc-là de, on l'a tous entendu, on est une famille, quoi, la famille du théâtre, la famille du cinéma. Il y a plein d'affects, il y a de l'émotion, c'est de l'art, c'est super, mais bon. Du coup, vu qu'il y a de l'affect et de la famille, on va pas payer les heures sup là, parce que c'est la famille, tu connais. Et il y a quand même ce truc. En tout cas, au moins à titre perso, je pense que le syndicat et la cotisation syndicale permet de poser un cadre, quoi, un truc qui justement permet un petit rappel à la loi là dans ce monde où l'informel règne et de poser partout où on passe sur les tableaux d'affichage légaux obligatoires dans tous les lieux de travail, de poser des textes de loi, des sensibilisations sur les VSS et plein de choses comme ça. Déjà, c'est
c'est aussi ça, quoi, le rôle d'un syndicat, quoi, poser ce cadre-là sans brusquer, puisque évidemment tout ce beau monde et tous nos patrons, ils sont de gauche, quoi, tous à fond, et ils le disent, ils le chantent des fois même et tout, mais du coup voilà, ça permet en tout cas de mettre la réalité en face de tout ça, et voilà, c'est une bonne béquille, on va dire, sociale. Et après, toujours dans les intérêts de syndiquer, il y a aussi, tu parlais du droit à la formation quand on a un régime, quand on cotise, qu'on soit salarié ou auteur, mais il y a aussi la formation syndicale qui existe. C'est super important d'en parler. C'est que quand on est adhérent d'un syndicat, on a des droits à la formation. Alors, rien à voir avec l'AFDAS, avec ce pour quoi on cotise. C'est notre cotisation au syndicat qui permet ça. Il y a des CEFI, des centres de formation. Ça s'appelle différemment en fonction de l'union syndicale. Mais voilà, on a aussi quand on est salarié, du coup, la possibilité de poser des jours pour ça. Il y a un nombre de jours, je sais jamais, je sais plus, peut-être 12 par an, un truc comme ça, pour des formations syndicales. Ça peut être des formations ultra généralistes sur antiracisme, lutte féministe. Ça peut être des formations très techniques sur le droit du travail. Voilà, il y a tout un catalogue. Le syndicat, on a des jours pour ça. Le syndicat finance les déplacements et l'hébergement s'il y a besoin. Donc c'est important, en tout cas, une vraie plus-value dont on parle peu. Et puis aussi sur la question de l'intérêt de se syndiquer, il y a un truc collectif, quoi. Il y a un truc un peu gratuit et altruiste, d'aller un peu aider les autres, les collègues, parce qu'on a tous quand même des petits bagages, des connaissances, des expériences, et c'est cool de pouvoir les partager. Et en fait, tout le rôle des syndicats, c'est d'avoir des permanences aussi, juridiques et pas que. Et souvent, soit il y a des gens payés pour répondre, soit ça descend justement dans les sections à la recherche de quelqu'un de compétent pour justement répondre à la question d'un collègue, adhérent ou pas d'ailleurs, hein. Vous pouvez tous, même sans adhérer à un syndicat, questionner un syndicat sur un problème juridique qui vous concerne, qui concerne un collègue, etc. On est là pour ça. Et voilà. Et puis après, il y a quand même un truc en tout cas, je vais plus appeler à mon expérience perso, mais il y a un truc qu'on apprend dans le syndicalisme, c'est à travers l'unité, quoi. Ce côté justement interpro, on apprend beaucoup des autres luttes. Et de se retrouver aussi aux côtés de camarades du rail, de je sais pas quoi, de l'industrie ou des éducs. On peut s'inspirer aussi de choses et de combats qu'on peut appliquer à nos propres secteurs. On se rend compte que déjà on n'est pas seul dans notre propre secteur, mais en plus on n'est pas seul dans cette même merde chez tous les collègues des autres métiers. Donc voilà. Je vais peut-être faire un peu de redite, mais c'est vrai qu'il y a ce côté solidarité qui est marqué, nous, même dans nos statuts. Je crois que c'est une des premières phrases, si ce n'est la première phrase, où c'est l'idée, c'est d'avoir un pacte de solidarité et d'amitié entre travailleurs et travailleuses, qui revient à ce côté aussi rentrer dans un syndicat. C'est aussi presque festif des fois, en manif, en dehors, c'est créer, alors on dit amitié, mais on n'a pas besoin d'être ami avec tout le monde, mais c'est de recréer du lien, d'autant plus dans des industries comme celle du jeu vidéo, où je dis jeu vidéo, mais ça peut être l'e-sport, ça peut être des industries où on est beaucoup plus auto-entrepreneur, donc très isolé. C'est une façon de recréer du lien, et naturellement, vu qu'on est dans des luttes, on va créer du lien aussi entre organisations. Alors des fois, c'est entre organisations, entre syndicats français, mais ça peut aller très très vite plus loin. Typiquement, STJV, ça aide avec d'autres syndicats partout dans le monde, où en effet, on va avoir un vrai échange de connaissances, comment ça se passe dans ton pays. Ah ok, t'as une répression vraiment comme ça, donc ça marche pas, mais peut-être qu'on a d'autres tips à te donner. Et ouais, tout simplement, oui, de réapprendre nos droits, d'aller les acquérir, voir des droits qui normalement sont déjà présents, aller les prendre, parce qu'en fait on ne les donne plus, ou voir les patrons ont méconnaissance de la loi, donc faut leur rappeler que si tu dois consulter par exemple le CSE, donc le comité social et économique, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et puis tout simplement, oui, c'est de l'éducation et de l'échange entre nous.
Je regarde s'il y a des choses un peu différentes à redire, mais non, je pense que ça donne un peu écho à ce que vous disiez. Je vous rejoins sur tout ça. Merci pour ces réponses. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont des questions déjà ou pas? Bonsoir. Ça va aller très vite. C'est juste un mini ajout sur ce que Nomi a dit tantôt vis-à-vis du baromètre. Pour donner une indication sur l'état de l'industrie du jeu vidéo, c'est que ce baromètre, il a reçu des réponses de ce qu'on peut estimer être 10% de la masse des travailleuses du secteur de l'industrie, que ce soit des personnes contractuelles, CDI, CDD ou en freelance ou quoi que ce soit. Donc c'est une donnée qui est assez fortement représentative de l'industrie. Merci. Est-ce que d'autres personnes ont des questions ou des remarques, des ajouts, des suggestions? Ouais. Salut. Alors moi, j'aimerais créer un syndicat pour les drags, et parce que ça n'existe pas encore. Et j'aimerais savoir comment on peut s'y prendre pour créer un syndicat, parce que je connais rien du tout. J'ai juste les gens qui sont chauds et moi et l'envie. Donc voilà. Je suis venu avec les camarades de la CGT, spectacle, audiovisuel, etc. Et moi, je fais partie du syndicat français des artistes-interprètes. Et donc, je suis comédien, je fais du travail de scène. Dans le syndicat, on a aussi des danseurs, des danseuses, des chanteurs, etc., des circassiens et circassiennes. À mon sens, les personnes qui font du drag aujourd'hui peuvent tout à fait entrer dans des syndicats qui existent déjà. Donc là, il y a Sud Culture, effectivement, et le SFA. Et ça me permet aussi de faire un tout petit point, parce qu'en fait, je trouve ça très intéressant. Je suis tout petit par rapport... je vais essayer de relever le micro. Mais je trouve ça assez intéressant, en fait, Bon. Ouais, je vais rester à me pencher. Non... Oh la vache, mon Dieu, je me sens mal. Non, mais en fait, ça m'a fait tic, parce que quand je suis venu ici pour les Copen, moi, en gros, il y a 1 an, quasiment tout pile, j'organisais une réunion de présentation des syndicats du milieu de la culture. Et du coup, ça m'a fait marrer, parce que du coup, j'avais organisé un truc qui s'appelait la Fédération des pirates du spectacle vivant. Et en fait, on était en train, avec des copains du milieu du spectacle vivant, de fabriquer des proto-syndicats, de refabriquer du coup des syndicats. Et je me suis rendu compte après coup que, waouh, ça prend beaucoup de temps, c'est énergivore, c'est de l'orga, c'est des trucs comme ça. Et en fait, en rencontrant un peu les syndicats qui existent déjà, juste pour info, du coup, le syndicat français des artistes-interprètes existe depuis avant même la CGT, 1890. En fait, c'est aussi des fois, en recréant des syndicats, il y en a qui sont très contents qu'on recrée des syndicats, c'est les syndicats de patrons. Parce que eux, par contre, il y en a pas beaucoup. Ils sont très peu nombreux. Ils sont là genre, c'est cool. Plus on est divisé, et plus en fait, c'est chouette pour eux. Et en fait, c'est aussi se priver de plus d'1 siècle de lutte et de rapport de force qui est déjà mis en place. Et notamment, du coup, pour te répondre sur la question du travail, de la scène. Évidemment qu'il y a, j'imagine, plein d'angles morts qu'il y a dans les syndicats, mais mine de rien, il y a des commissions sur l'égalité de genre, l'antiracisme, etc. au sein de ces syndicats-là aussi. Et voilà, moi je le dis en tant qu'expérience personnelle, en tant que du coup artiste-interprète, j'ai fait le choix au bout d'un moment d'essayer de pas réinventer le fil à couper le beurre, parce qu'en fait, sinon, on peut le faire toute sa vie. Et malheureusement, c'est des trucs qui vont diviser un peu nos forces sur le long terme. Mais je serais chaud qu'on échange après, si tu veux.
Ouais, non, bah, juste pour compléter et pour aller dans ce sens, en fait, j'ai envie de dire plutôt, venez dans les syndicats nous former et nous enrichir sur ces problématiques qu'on peut peut-être ignorer ou en tout cas jusque-là pas défendre. Donc voilà, je rejoins tout à fait le camarade. Je vais faire un peu le loup, le mouton noir. Non, plus sérieusement, c'est une option tout à fait viable d'aller voir un syndicat qui existe déjà et qui a une expérience énorme. Mais l'idée de créer un syndicat est tout à fait légitime. Il faut juste en parler entre vous, entre personnes de la scène drag, et de peser une pour et une contre, voir s'il y a un intérêt ou pas. Il y a forcément des intérêts à rejoindre une confédération, qu'on soit très honnête. C'est pas pour rien que au STJV, il y a discussion et il y a encore régulièrement la discussion de est-ce qu'on passe le pas un jour ou pas. Mais ça peut avoir un vrai intérêt de discuter entre vous et savoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres points, peut-être des angles morts comme nous. Il y avait l'angle mort de vouloir nous mettre dans une cage ou pas. Et en tout cas, faut pas hésiter à aller voir les autres syndicats, que ça soit pour discuter d'adhérer, de rentrer dans une confédération, ou d'avoir, ça fait comment d'être un jeune syndicat, de devoir monter, de devoir avoir énormément de travail, parce que c'est une réalité. Et tout ça, je vous invite, si vous voulez discuter. Alors moi, j'ai pas forcément l'expérience de comment c'est monté le STJV, mais ne pas hésiter à envoyer un mail. Et je suis sûr qu'il y aura des camarades, que ça soit STJV ou autre, qui seront ravis de discuter de ces sujets-là et de vous aider à faire le choix correct pour vous et le plus légitime, c'est sûr, mais le plus adéquat avec ce que vous aurez échangé entre vous. Voilà. Mais promis, on vous aime bien les confédérations quand même. Et oui, et en fait, c'est parce qu'en fait, ce qui est bien, c'est vraiment en fait d'oser pousser les portes dans tous les cas. On pose des questions et en fait, tous les syndicats et depuis que qu'on travaille, que moi je travaille aussi avec d'autres organisations, je vois bien que c'est majoritairement bienveillant. Donc ça nous permet de mieux comprendre et aussi de sensibiliser, même si par exemple vous allez peut-être pas rejoindre une confédération, la sensibilisation par laquelle ça passe, parce que vous aurez posé des questions, peut être cruciale. Ah mince, mais en fait il y a ça et cette personne aussi peut-être elle veut pas venir ici, dans mon syndicat, mais pourquoi et donc nous on se pose toujours des questions quand il se passe quelque chose, on se pose des questions, en Snap, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est toujours en train de se dire comment mieux accueillir, qu'est-ce qu'en fait ces personnes attendent, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas pris la parole, et ne pas obliger à prendre la parole, mais justement de voir qu'en fait tous ensemble c'est beaucoup plus important de se sentir bien que absolument prouver qu'on est capable de mener une lutte. Ce qui est important pour nous, c'est ce qu'on vit, c'est où est-ce qu'on veut aller, et donc ça il faut vraiment pas oser, même si c'est pas pour dans tous les cas pousser des portes, c'est vachement chouette. Et j'ai aussi posé des questions de pourquoi être confédéré, pourquoi notre syndicat, non pas pourquoi être confédéré à la CGT, mais aussi, et il y a par exemple pour les artistes auteurs, le fait d'avoir une représentation nationale nous ouvre des portes qu'on n'aurait pas sinon. Donc là, on est en train de se reposer la question parce que les deux syndicats d'artistes auteurs en France, donc le SNAP CGT et la CNTSO, on a de plus en plus d'adhérents depuis 2-3 ans. Même depuis 4 ans, mais depuis 2-3 ans, c'est vraiment énorme. Et donc, on se repose la question de maintenant, on peut assurer avoir une représentation dans des commissions. Donc déjà pour aussi le côté démocratique, mais aussi pour savoir ce qui se passe et du coup influencer peut-être d'autres types de commissions qu'il y ait en parler. Et donc là, on est en train de s'organiser pour aller dans les DRAC pour être sûr que les aides soient bien direction régionale des affaires culturelles, voilà. Au CNAP, au Centre national d'art plastique, aussi au ministère. Ça permet aussi de faire en sorte que ça se passe bien pour les autres, d'avoir une représentation nationale. Voilà. Merci. Est-ce qu'on passe à la prochaine question? Est-ce qu'il y a d'autres questions ou pas? Donc on va passer à la... Pardon. Ah pardon, j'avais pas vu. 1, 2, 1, 2. Je voulais savoir, dans le concret, c'est quoi adhérer à un syndicat existant?
Est-ce que on a parlé du coup d'une cotisation? Est-ce qu'on a accès à des tables rondes, de la discussion, de l'adaptation? En gros, à quoi ça ressemble quand on adhère à un syndicat? Alors, sur l'adhésion numérique, on a beaucoup d'efforts à faire dans certains de nos syndicats, parce qu'on a des retours selon lesquels les gens qui veulent adhérer arrivent pas à envoyer le formulaire Internet. Et on est meilleur pour la lutte collective que pour les formulaires administratifs et numériques. Mais non, le plus important surtout, c'est de rencontrer les syndiqués du syndicat auquel on souhaite adhérer, et chaque syndicat a des réunions mensuelles, bimensuelles ou plus fréquemment, auxquelles voilà, vous pouvez tout de suite aller. Par exemple, à la Fédération du spectacle locale, on a une réunion tous les premiers vendredis du mois à la Bourse du Travail. À la base, c'était une permanence juridique pour aiguiller tous les travailleurs et les travailleuses qui avaient des soucis avec leur employeur et leur contrat de travail. Mais en fait, c'est aussi une réunion où on discute du cadre politique, de l'actualité, des luttes qu'on souhaite mener, etc. Et c'est fréquent qu'il y ait des personnes qui soient pas syndiquées, qui viennent pour discuter, soit pour une question juridique, mais soit pour des questions plus larges, qui ne reviennent pas pour se syndiquer, et c'est pas grave, ou d'autres qui se syndiquent ensuite, quoi. Donc voilà, pour pallier notre manque de compétences sur les formulaires, les mails, et j'ai l'impression qu'on est toujours en noir et blanc à la CGT. Mais en tout cas, le plus important, c'est bien de rencontrer les gens en réel. Et pour compléter, en fait, il y a une base commune à la CGT qui est, donc pour la cotisation, c'est 1% des revenus. C'est la base. Donc en fait, par exemple, pour nous artistes-auteurs, on met 1 euro par mois, donc ça fait 12 euros par an. Après, chaque syndicat, enfin voilà, c'est la règle en principe. Je sais pas comment ça se passe à Sud. Je crois que tous les syndicats ont cette même règle, hein, c'est en fonction des revenus, c'est 1% aussi. Je sais que nous à Sud, en plus, on marche à la confiance, il n'y a même pas de vérification, voilà. Et du coup, vu que il s'agit en tout cas pour Sud et CGT, j'imagine pour les jeux vidéo, on est des syndicats représentatifs, donc du coup en plus c'est déductible, enfin ça peut passer en crédit d'impôt, on peut le déclarer, voilà. Oui, je crois que ça doit être valable pour tout le monde, le crédit d'impôt. Et donc, à quoi ça donne droit? Quelque part, t'as le droit de venir en réunion. En fait, non, même si c'est pas syndiqué, il y a des réunions qui sont ouvertes. En fait, je pense que ça doit être un peu partout ça doit être pareil pour tout le monde. On donne pas des droits en plus quelque part. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui toque à la porte et qui a un problème, ben on va pas lui dire t'as payé ta cotise. Non, t'as un problème, on va t'aider comme on peut. Voilà, parce qu'on est tous voilà, en tant qu'artiste-auteur, la majorité on galère, donc on fait ce qu'on peut. Mais voilà, justement, ça permet de montrer, on est humain, on n'est pas des surhumains. C'est pas parce que tu viens d'adhérer que du coup ta relation s'infuse, mais on va chercher ensemble, on va essayer de comprendre, on va s'intéresser à ce qui se passe, et peut-être qu'il y en a d'autres et que ça pourra aider d'autres parce qu'on aura trouvé une manière de faire, une solution. Voilà, au Snap CGT, quand je suis arrivée, ils avaient édité un petit bouquin. Donc voilà, je vous parle beaucoup de bouquins, mais en fait, je l'ai dans mon deuxième sac, mais qui était le mode d'emploi de toute la vie d'artiste-auteur, de comment tu veux pour commencer à la fin de la carrière, par exemple. Il y avait tout, donc c'était génial. On avait sorti ça, on l'avait envoyé en priorité aux syndiqués, voilà, par la poste et tout ça. Et sinon, on en avait gardé plein. Enfin, on a fait exprès une grosse édition pour en garder plein pour pouvoir les donner aux autres. Donc, que t'étais syndiqué ou pas syndiqué, tu l'avais. Bon, il date de 2014. Depuis, tout a changé, donc il faut qu'on refasse tout. Donc on se dit l'année prochaine on s'y met, et puis en fait c'est trop de travail, donc on commence une fiche par une fiche et on le met directement sur notre site internet, quoi. On se dit pas on va garder ça pour les syndiqués, c'est voilà, le travail en commun il sert à tous. Voilà. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Ouais,
Ouais, non, juste pour aussi pour être dans le concret, souvent vous allez donc adhérer directement au syndicat qui va pouvoir vous orienter vers une section locale, par exemple. Ça peut arriver aussi. En tout cas, chez nous, c'est comme ça quand on adhère à Sud Culture. L'adhésion, elle arrive à Paris, à la permanence nationale, qui ensuite, il n'y a pas des sections géographiques de partout, donc il va vous orienter vers une section locale. Ou parfois, il peut y avoir aussi des sections dans des secteurs très particuliers. Donc après, le syndicat fera le taf de vous amener au bon endroit. Il y a un truc quand même qui peut faire flipper, parce que ça a fait flipper plein de gens, et moi c'est vrai souvent, c'est justement cette architecture là de fédération, confédération, de machin. Mais moi franchement, après 20 piges de syndicalisme, je m'en mêle encore là-dedans. Alors la CGT, vous êtes encore pire que tout le monde là-dessus, c'est délirant. Mais chez nous, c'est pas mal aussi. Et en fait, ça, franchement, je pense que vous pouvez sans problème adhérer en vous en foutant complètement de ce truc-là et en ne comprenant rien à tout ça. Ça viendra super naturellement. Après, très très vite, on devient jargonneux et on sort plein d'acronymes de machin. On dit FED, UL, UD, US, machin. Mais ça, c'est un truc qui fait flipper. Non, je sais pas, ça veut rien dire. Ça sonnait bien, je trouve. Mais ça, vous pouvez vraiment vous en foutre en fait et adhérer sans comprendre ça, et ça viendra tout seul. Et voilà, ce qui compte, c'est de tomber sur les bonnes personnes. Donc effectivement, pousser la porte, aller chercher les gens. La manif, ça reste quand même un bon endroit pour rencontrer des gens et parler, quoi. Parce que vous savez que vous avez des syndicalistes physiquement là. Mais voilà, aussi aller voir dans des maisons. Il y a des entreprises qui ont des sections syndicales, qui ont des délégués syndicaux. Tous ne sont pas super actifs et visibles. Donc c'est bien aussi de s'y intéresser. Et voilà. Tu voulais compléter un truc. Ouais. Oui. Donc globalement, on est souvent sur la même règle que vous, des 1%. Ceci dit, on a des cotisations à prix libre, notamment pour répondre à la question de quand on syndique des étudiants, parce que c'est le cas au STSUV, les étudiants peuvent se syndiquer, ou tout simplement quand on a des personnes avec précaires, c'est-à-dire artistes-auteurs ou autres, qui n'ont pas toujours les mêmes revenus. On permet de soit moduler la cotisation, soit la réduire, soit ne pas avoir de cotisation pendant un certain nombre de mois. Parce que ça permet de donner accès au syndicat. Et sinon, globalement, c'est pareil, c'est accès à des lieux de sociabilisation un peu plus militants et normalement la plupart du temps plus self. En tout cas, on fait le maximum pour les rendre self, à des groupes de travail thématisés, à de la connaissance, et à une organisation aussi qui permet de faire vivre une démocratie et parfois de faire vivre un modèle démocratique différent. Nous, on essaye d'être le plus horizontal possible au STSUV, donc c'est aussi quelque chose qu'on n'expérimente pas forcément de partout, parfois dans l'associatif, mais en tout cas pas à une élection classique ou autre. Donc c'est aussi ce point-là, et on peut très vite avoir entre guillemets un poids, ou en tout cas avoir l'impression d'avoir un impact, parce qu'on ramène une connaissance de moi je fais ça comme ça, ou parce que mon métier c'est de faire de la communication et qu'un syndicat a besoin de communiquer. Donc on peut très vite avoir ce sentiment d'être utile. Juste les défraiements aussi, c'est rien comme ça, mais quand on est dans la région, juste si vous pouvez parler. Ah oui, non, non, la question des défraiements, je pense que c'est très important, parce que quand on est dans des régions très grosses, très larges et tout ça, pouvoir aller faire, tu parlais des formations tout à l'heure, pouvoir aller faire une formation à l'autre bout de la France et rester pendant une semaine et d'être logé, nourri, et tout ça, en fait, et que t'as pas besoin de payer ton billet de train, etc. Ou quand tu vas te déplacer et que tu vas faire une assemblée générale à un endroit et que t'as pas besoin de payer ton trajet, ta bouffe, etc. C'est aussi important, en fait, de faire en sorte que les personnes qui militent n'aient pas besoin de payer pour militer. Déjà que c'est suffisamment usant, c'est ça aussi l'intérêt du syndicat, je pense, c'est de faire en sorte d'adoucir la vie militante qui des fois est dure et éreintante. Merci. On va passer tout de suite aux prochaines questions, et on aura à la fin de nos questions encore un tour du public. Du coup, il faut qu'on avance un petit peu. Du coup, la deuxième question, qui est aussi en tour de table,
c'est comment construire la lutte à Lyon et quelles actions communes pouvons-nous mettre en place, donc que ce soit par les collectifs, les associations, donc en lien avec le syndicat. On peut peut-être commencer effectivement de ce côté-là. C'est une bonne question. De toute façon, il faut déjà des rendez-vous pour pouvoir se parler, comme ce soir. C'est vrai que c'est aussi, faut déjà créer du lien, et puis être en capacité d'avoir l'information de quelle l'actualité des autres groupes, parce que globalement, STJV, dès qu'on peut et qu'il y a un intérêt pour les travailleurs et travailleuses, si on peut aider, on aidera. Donc il faut, je me répète un peu, mais créer du lien. Donc ça peut être en manif, ça peut être dans des AG, même si c'est un peu un gros mot des fois pour certaines personnes, parce que ça peut être assez impressionnant ou très connoté. J'essaie de prendre les notes qui sont intéressantes. Du coup, on n'était pas parti forcément sur cet angle-là de notre côté, mais non, globalement, c'est ça, c'est de partager les connaissances, de participer aux manifs ensemble quand on sent qu'on a un truc. Je sais que nous, à Lyon, côté STJV, on aime bien défiler avec sa CNT, parce que on est un peu anard, pas mal au syndicat, pas tous. Mais à manif, c'est bien aussi. Donc, quand il y a des events, faut pas hésiter, je pense, à poker les autres syndicats et à voir s'il y a des gens pour soutenir et donner main forte pour ramener les croissants sur les piquets de grève. C'est vraiment bien pour créer de la solidarité. Moi, je propose qu'on fixe une date pour la révolution tout de suite, là, et qu'on prenne rendez-vous. On peut dire le 1er mai. Non, après, il y a quand même une force, je crois, dans le secteur culturel, en tout cas à mon endroit du spectacle, je sais pas partout ailleurs, qui peut être un peu un problème, c'est qu'on a des filières, notamment d'organisation. Vu que nos employeurs sont de gauche, du coup, ils aiment bien être réactifs et être les premiers à sauter sur tous les rendez-vous sociaux ou politiques qui se passent en région. On l'a vu avec la politique régionale de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur les subventions. Il y a une plateforme qui existe, par exemple, une espèce de grosse intersyndicale du spectacle vivant, qui est la plateforme Spectacle Vivant. Et disons que il y a que ceux qui sont aux grandes tables nationales qui sont invités à ces discussions-là. Il y a que les syndicats représentatifs, il y a que c'est très peu large. Donc parfois, faut forcer. Nous, les syndicats de salariés, on force à ce qu'ils invitent d'autres personnes, justement la CNT, d'autres. Voilà. Mais le problème, c'est que souvent, en fait, ils coupent un peu l'herbe sur le pied à des mobilisations qui viennent un peu plus de la base. Donc d'un côté c'est riche parce que pour le coup je dis ça avec un peu de sarcasme sur nos employeurs, mais c'est riche d'avoir des gens quand même avec qui on peut discuter. D'un autre côté c'est que du coup on n'a pas toujours la main. On l'a vu en tout cas là aussi dans le spectacle par exemple à quel point c'est les organisations patronales qui ont eux-mêmes organisé l'occupation des théâtres, par exemple, il y a quelques années. Clairement, les patrons des CDN ont mis en scène leur propre occupation et avec un peu de recul, c'est quand même assez surréaliste, quoi. Donc, du coup, il y a quand même un truc... une place à trouver, effectivement. Donc ouais, ça peut être dans les manifs. Là, on les voit moins d'ailleurs, souvent les organisations employeurs de gauche. Mais du coup, ça peut être aussi par une création peut-être un peu plus formelle, effectivement, d'une alors peut-être pas intersyndicale, mais interorganisation. Voilà, parce que finalement, les syndicats, ils sont présents, en tout cas ceux qui ont des mandats et qui sont dans des luttes communes finalement sur Lyon et en tout cas plus largement dans la région. Donc peut-être il y a quelque chose à inventer. J'ai pas de solution concrète comme ça, mais allons-y. Oui, comme ça va.
Oui, donc on n'est pas en train de parler d'un programme que l'on aurait à vous soumettre pour l'année en blindant votre agenda. On parle vraiment de comment se retrouver ensemble, et donc les moments des manifestations sont vraiment utiles, et les créations de pancartes et de banderoles aussi, parce que se donner une visibilité, d'être ensemble, pas obligatoirement donc avec un drapeau donc d'une organisation, mais vraiment toute cette visibilisation est utile, parce que ça permettra aussi à d'autres personnes qui oseraient pas de se dire mais ça c'est moi aussi, donc je vais oser y aller, et c'est pas un club fermé, c'est vraiment un ensemble de personnes. Pour le SNAP, nous là, comme le projet de loi dont je vous ai parlé juste avant pour la continuité des revenus, on vient de le redéposer à l'Assemblée nationale, et dans quelques jours ça sera au Sénat. On attaque très fort, on va dire, du côté politique, vu que avec le NFP c'était quand même, on avait réussi à gagner que ce soit dans leur programme. On va faire énormément d'événements. On a fait beaucoup d'événements depuis 1 an avec toutes les organisations, ce qu'on est maintenant 40 organisations qui soutenons ce projet, et on va faire plein de petits événements à Lyon où chacun en fait va en parler dans son atelier, va faire une rencontre, utiliser du coup le nouveau livret qui sera livré j'espère dans 1 mois, pour expliquer qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on peut comment c'est viable, et donner un écho le plus possible. Alors, je ne sais pas quelles seront les occasions, quand seront les occasions qu'on aura pour lutter, ou quelles seront les prochaines manifs. Mais en tout cas, je connais les raisons qui pourraient nous pousser à le faire. Et parmi celles-là, et je pense qu'il y a eu des mobilisations au mois de juin-juillet par rapport à la montée électorale de l'extrême droite. Et je pense que ça doit être un sujet qui doit nous mobiliser, et sur lequel on doit se préparer à agir. Et voilà, je pense déjà on peut se féliciter d'avoir participé à ces manifestations pour éviter que la situation se dégrade plus vite qu'elle ne se dégrade aujourd'hui. C'est pas du tout satisfaisant, parce que on a quand même un gouvernement très réac, qui est juste moins à l'extrême droite que ce à quoi on pouvait s'attendre. Et pour nos métiers, et dans le secteur de la culture, l'extrême droite, ça signifie quelque chose. On le voit en Italie. Alors c'est pas le fascisme, mais c'est à mi-chemin entre le libéralisme et le fascisme. C'est quand ils arrivent au pouvoir, ils attaquent la liberté de la presse, ils s'en prennent à la liberté d'expression et les métiers de la culture, qui ont justement vocation à s'emparer de ces sujets-là, à avoir un théâtre, par exemple, politique sur les sujets de société et subversif. Et du coup ça doit nous questionner. Et bon, je sais qu'on aura des formations au sein de la fédération de la société spectacle en janvier, février. N'hésitez pas à venir nous voir si vous voulez qu'on vous communique ce cadre-là organisé par un camarade à Grenoble, pour savoir comment penser le sujet, comment agir, lutter dans les moments à venir. Et il y a justement un mouvement en ce moment dans le théâtre L'Escapade à Hénin-Beaumont, qui subit en fait une censure déguisée de la mairie d'extrême droite, qui revient à saper en fait les équipes, etc. pour pas agir tout simplement en mettant le théâtre sous tutelle et en refusant en fait la liberté de programmation. Voilà, donc depuis 3 semaines, c'est des équipes artistiques qui se mettent en grève. Voilà, un acte extrêmement fort, parce que c'est quand même pour des compagnies qui sont dans le milieu du spectacle, notamment au moment où il y a de l'austérité et des budgets extrêmement à la baisse et des problématiques de l'emploi extrêmement fortes. C'est des compagnies qui se mettent en grève parce qu'elles subissent en plus la pression de l'extrême droite. Donc voilà, je passe sur les sujets de sécurité sociale liés à l'austérité, le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui nous alerte sur l'indemnisation des intermittents du spectacle, pour la question de maladie ou la question du chômage qui pourrait être remis sur la table, parce que le patronat et le gouvernement trouvent qu'on n'est pas assez pauvre. Voilà, mais ça peut être, on peut développer ou remettre ça aux questions. On pose une dernière question avant de passer au public. Peut-être que celle-là, on pourrait essayer d'être un peu plus rapide. Peut-être comme ça, on peut finir dans pas trop longtemps. Mais
au niveau des nouvelles justement actions à mettre en place et comment lutter tous ensemble à Lyon et d'ailleurs autre part, on a ces questions là qui reviennent beaucoup aussi, c'est que aujourd'hui la culture, on le sait, se précarise de plus en plus et on a aussi des nouveaux statuts qui pop, notamment le statut des auto-entrepreneurs et des auto-entrepreneuses. Comment est-ce qu'on peut lutter tous ensemble, quel que soit le statut, et notamment comment inviter aussi les personnes qui sont en auto-entreprise, souvent pas par choix d'ailleurs, à se faire défendre par les syndicats. Du coup, dans le jeu vidéo, en tant que syndicat, on a été obligé de penser cette question dès le début parce qu'on a énormément de freelance, d'auto-entrepreneurs, beaucoup de salariés déguisés, forcément. Donc pour les défendre et notamment pour les faire contractualiser correctement, il fallait ouvrir les portes à cette possibilité d'avoir des personnes concernées et notamment pour que ils ramènent leurs problématiques, leurs connaissances, notamment dans le baromètre qu'on a fait, et qu'on puisse que ça soit personnes concernées ou non concernées, se former, avoir des bases juridiques, avoir des personnes autour, notamment des avocats et avocates qui soient formés et qui puissent nous aider sur ces questions-là. Et forcément ouvrir les portes et essayer de communiquer sur le fait que ils sont les bienvenus. C'est aussi essayer de briser ce côté solitaire dont on parle depuis tout à l'heure pour recréer cette solidarité, pour aussi avoir un discours de dire la plupart des auto-entrepreneurs, voire la totalité, sont aussi des prolétaires, tout comme les salariés, parce que la plupart du temps ils ont au-dessus d'eux un patron qui n'a pas son nom parce que c'est un client, mais très souvent, en tout cas dans le jeu vidéo, ils osent demander des heures supplémentaires, des horaires précises, et donc là on revient sur une dynamique de subordination comme on aurait en tant que salarié classiquement. Il y a la vraie question qui rejoint tout ça de est-ce que c'est volontaire ou non d'être auto-entrepreneur. Ça l'est rarement dans le jeu vidéo, ça peut l'être, mais du coup il y a une vraie question de comment on module ce statut, comment par exemple on crée un statut qui a les mêmes avantages que le freelance, mais en étant en CDI ou en ayant les mêmes droits. Et je pense que c'est un vrai axe de lutte qui est possible d'aller gratter, mais ça va être un gros morceau forcément, parce que ça sera d'aller chercher des acquis. On a aussi toute la question forcément du télétravail où on a beaucoup de personnes à distance, donc le freelance est souvent utilisé aussi pour dire on donne le télétravail, mais par contre tu n'auras pas les avantages d'être un salarié. Et se regrouper, c'est aussi éviter le risque de se cramer en tant qu'auto-entrepreneur, ce qui est une vraie peur qu'on peut avoir déjà en tant que salarié, mais d'autant plus quand on a ce sentiment d'être isolé. Et je pense que c'est à peu près tout de mon côté par rapport à cette question. Sur la question de l'auto-entreprise et de l'ubérisation, c'est marrant parce qu'effectivement, moi j'aurais tendance à penser, ça serait intéressant d'ailleurs d'en parler avec les auto-entrepreneurs, j'aurais tendance à penser que c'est toujours du salarié déguisé et c'est toujours un mode de gestion subi. Après, j'ai l'impression quand même que dans les mentalités, l'ubérisation a fait son petit bonhomme de chemin. Il y a eu un déplacement là des échelles de valeur. Le salariat et l'emploi salarié en tout cas a perdu de la valeur morale auprès des travailleurs parce qu'on a quand même bien réussi à culturellement imposer l'esprit start-up. Et pour le coup, moi, je l'ai vu dans mon expérience perso. J'interviens dans des formations de futurs régisseurs, par exemple, et sur les questions notamment de droit du travail. Et j'avais prévu 3 heures de cours sur l'intermittence, à leur expliquer comment ça allait se passer. Je me suis rendu compte que plus de la moitié envisageait de devenir auto-entrepreneur, mais convaincu que c'était le mode de gestion qui allait les protéger. Et c'était assez intéressant. Du coup, j'ai dû changer mon cours, mais en tout cas, j'aurais quand même
aussi parler de l'intermittence. Mais donc, du coup, ouais, j'ai l'impression qu'il y a eu une évolution des mentalités un peu globale. Donc, l'idée maintenant, c'est de se dire, voilà, on regarde un peu deux choses. Faut à la fois améliorer les conditions de travail, donc des auto-entrepreneurs, prestataires et donc sous-traitants, parce que là, on parle de sous-traitance quand on parle d'auto-entreprise. Et à la fois aussi regarder, et là, c'est très juridique, dans quelle mesure il y a un lien de subordination, donc dans quelle mesure il y a une requalification possible en contrat de travail du contrat de prestation de service. Donc après, ça c'est aussi à voir avec les travailleurs. Est-ce que ils ont envie d'être qualifiés en contrat de travail, etc. Il manque des statuts. À l'endroit du spectacle, on a le régime d'intermittence. C'est pas le cas de tout le monde pour l'instant, mais voilà. En tout cas, très concrètement, juste quand on parle des auto-entreprises, on parle de la sous-traitance, il y a une action toute fraîche là qui vient d'être portée par Sud Culture et Solidaire, qui vient de porter plainte contre 4 établissements culturels, donc le Palais de la Porte Dorée, le Musée du Louvre, le MUSEM, il y a aussi la Bourse du Commerce, Fondation Pinault, et des sociétés privées sous-traitantes, donc Marine Internationale, Muséa, Pénélope. En gros, donc ils ont porté plainte, on a porté plainte pour prêt de main-d'œuvre illicite et délit de marchandage, parce qu'en fait, le recours donc à la sous-traitance, aux auto-entrepreneurs ou aux entreprises sous-traitantes, est quand même cadré à un moment. L'idée de sous-traiter, c'est quand on peut pas apporter la compétence en interne. Donc, ouais, ça peut s'entendre sur un musée localement, et Confluence d'ailleurs avait été aussi inquiété sur ces questions-là, je crois. Donc du coup, oui, ça peut s'entendre que en tant que musée, nous, notre boulot, c'est de pas faire la sécurité, donc on va bosser avec des entrepreneurs pour ça, c'est de pas faire le ménage, c'est pas le métier. Là, le problème, c'est que ça commence à arriver sur des guides, sur de la médiation, sur plein de choses. Donc on a eu, nous, à Sud, on a été sollicités notamment par des médiateurs qui bossent pour des fondations et aussi pour des structures publiques à qui on demande de monter des auto-entreprises. Donc c'est en tout cas un vaste sujet légal qui est amené dans les tribunaux et il est, à mon avis, il n'y a pas de raison que les tribunaux tranchent pas dans le sens de la requalification en contrat de travail. Et donc comme tu nous l'as demandé, pour parler d'évolution, en fait. Alors, je suis pas historienne, donc par contre, il y en a qui pourront vous donner les dates, mais avant c'était pas les contrats, c'est des CDI qui étaient ce que l'on désirait. En fait, c'était même quelque chose qui était combattu pour l'Union des travailleurs, et donc ça dépend des conditions de travail. Donc en fait, au SNAP, on accueillera auto-entrepreneurs ou pas. Quand je parle artiste-auteur, c'est parce qu'on est majoritairement artiste-auteur, mais la vraie question est, et c'est pour ça que au départ, quand j'ai présenté le SNAP, c'était vraiment pour parler de travailleurs et de travailleuses, qui est déjà une pensée révolutionnaire. C'est l'idée de aujourd'hui, en fait, par rapport à tous ces changements, tous ces statuts, toutes ces pensées, c'est à nous de nous questionner sur ce que l'on veut. Donc, on peut, si on se met ensemble, réellement choisir, rêver ensemble quelque part. C'est grâce à ça aussi, enfin c'est une des choses que le syndicat pourrait. Et donc pour terminer, une des pistes, un livre qui vient de sortir pour une sécurité sociale de la culture, écrit, c'est un écrit collectif. Donc ça peut être une idée. J'arrête là. Ouais, du coup, auto-entrepreneurs de toutes les professions, syndiquez-vous. Évidemment, il n'y a pas de problème. On parle souvent de défendre les salariés, mais en fait, on défend les travailleurs et les travailleuses, dont les auto-entrepreneurs, surtout quand ils sont que c'est de l'auto-entrepreneuriat subi. Mais voilà, syndiquez-vous. Mais il est fort probable que les perspectives de lutte ce soit celles de la requalification en salariat, en tout cas quand le lien de subordination est avéré, et que le client finisse par être pas employeur, quoi. Merci pour ces réponses. On peut passer à des questions ou des remarques s'il y en a. Je vais me mettre dans le public. Si jamais il y a des gens qui sont un peu timides, vous pouvez me parler à moi et je fais votre voix. Du coup, moi je suis intermittent, mais je suis technicien, je suis pas artiste. Et le truc de l'auto-entreprise, il y a aussi un truc. Moi c'est toujours ce qu'on m'a dit. C'est que il y a pas mal de régisseurs ou techniciens qui sont auto-entrepreneurs. C'est pour une histoire d'apparemment de facturer par exemple du matériel ou des choses comme ça, et que c'était plus simple et que du coup il y avait plus de sécurité par rapport à ça plutôt que d'être intermittent et d'être employé par quelqu'un en ramenant son matériel.
Donc, je sais pas si c'est véridique ou si c'est des légendes, je sais pas. Ça, ouais, en Angleterre ou en Suisse, mais pas en France en tout cas. Non, c'est le moyen le plus casse-gueule de perdre le régime de l'intermittence que de faire ça. C'est un terrain glissant. Il y en a plein de techniciens qui ont aussi une auto-entreprise aussi pour pouvoir facturer des prestations à des petites équipes artistiques par exemple qui auraient pas les moyens de déclarer complètement. Donc voilà, on est sur quasiment du travail dissimulé, hein. C'est un truc assez voilà. Pareil, la mise à dispo de matériel, c'est une activité commerciale de loueur de matériel, faut une licence pour ça, etc. Donc en tant que technicien auto-entreprise, c'est pas non plus évident de faire ça. Et puis attention, parce que on ne peut pas être à la fois intermittent et auto-entrepreneur sur une même activité professionnelle. C'est-à-dire que tu peux pas facturer, si tu es technicien lumière intermittent, tu peux pas facturer de la technique lumière ou voilà. Bon, très souvent, les gens qui font ça s'en arrangent hein, et disent autre chose. Mais voilà. En tout cas, ça fait partie des points de vigilance quand même chez Pôle Emploi, auprès de l'URSSAF, à l'inspection du travail. Donc c'est quand même, moi j'inciterais pas à cumuler le statut d'intermittent avec le statut d'auto-entrepreneur, clairement, parce que à l'heure où Pôle Emploi va vouloir faire des économies, c'est facile pour eux de sortir des gens de voilà France Travail, pardon, ouais, France Travail, merci. C'était pas une histoire de cumul justement, c'est que je connais beaucoup de collègues qui ont leur auto-entreprise, qui facturent tout en auto-entreprise. Et justement, parce qu'ils ont du matériel, c'est plus simple pour eux parce que du coup, c'est assuré là-dessus. Bah ouais, dans ce cas, c'est une logique entrepreneuriale, c'est un choix perso. Dans ce cas-là, si c'est pas subi, là oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Mais du coup, en termes de entre guillemets lutte syndicale et tout ça, ça a sens de se rapprocher vers vous, qui êtes syndicat de la culture, alors qu'ils ont leur auto-entreprise. Bah, ça reste des travailleurs, quoi. On en a parlé tout à l'heure, en fait, et tous, on est assez, même maintenant, enfin, je sais que chez nous, en tout cas, au dernier congrès, ça a été formellement écrit, qu'il y a on parle plus de salariés, de tout ça, d'emploi. On a bien conscience, à l'heure de l'ubérisation, que de toute façon, il faut défendre l'ensemble des travailleurs, quel que soit le régime et le statut. Et peut-être pour ouvrir sur des perspectives nouvelles, on parle beaucoup d'auto-entreprise, de freelance, mais en fait, souvent on oublie tout ce qui est ces entre-deux qui sont les coopératives d'activité et d'emploi, alors les sociétés de portage. L'intérêt, c'est au moins d'avoir une partie des droits, mais on se fait quand même exploiter en partie. Mais en tout cas, la coopérative d'activité et d'emploi ou autre, ça permet de créer aussi un lieu de solidarité. Nous, STJV, il y a des personnes qui sont en SCOP et qui sont syndiquées, donc c'est pas incompatible. Et comme ça, bah voilà, on parlait de créer de la solidarité, d'avoir des sécurités proches du salariat. C'est une possibilité pour continuer à avoir des activités proches de ce qu'on peut faire en auto-entreprise. D'ailleurs, dans les CAE, on est entrepreneur salarié, justement. Donc, c'est un espèce d'entre-deux. Ouais, voilà, coopérative d'activité d'emploi. Merci. Il y a une autre question. Bonjour. Moi, je viens du milieu du graphisme, j'ai fait des études là-dedans et j'ai l'impression que par rapport à ce que vous parliez sur les statuts d'auto-entrepreneur versus artiste-auteur, qu'on nous l'a présenté, en tout cas moi je l'ai ressenti comme ça, comme deux équivalents d'être en indépendant, mais l'un en attendant, enfin montré comme la micro-entreprise, comme juste un peu plus simple et moins mis en avant comme l'un c'est du travail dissimulé et l'autre non, enfin... Non mais mais donc c'est pour ça que c'est pas vraiment une question, mais en tout cas que c'était comme deux moyens d'être en indépendant, parce que dans tous les cas, parce que il y a peu de travail de CDI ou de CDD de graphiste. Voilà. Si vous aviez des conseils sur quel statut prendre, par exemple. Moi, je dirais toujours artiste-auteur, mais en fait, il faut regarder qu'est-ce que ça vaut, qu'est-ce que ça apporte, et travailler ensemble pour qu'il y ait des droits et qu'on ait
et que les revenus correspondent en fait à notre travail. Par exemple, il y a quelque chose qui a changé. C'était l'année dernière, je crois seulement, quand on déclare nos impôts en tant qu'artiste-auteur, si jamais on ne sait pas, ça se met automatiquement en traitement et salaire, parce que ça peut être fait en BNC ou en traitement et salaire au moment des impôts. Et en fait, on paye pas du tout les mêmes chiffres de cotisation pour exactement le même travail. Et donc, ils le mettent automatiquement en traitement et salaire, ça les arrange. Enfin, non, artiste-auteur, c'est mieux. BNC. Du coup, c'est deux remarques et ça va faire un peu écho à ce qui a été dit dans les deux questions précédentes. La première chose, c'est je suis pas très grand. C'est de pas oublier que quand l'auto-entreprise, elle vous est suggérée, c'est que c'est pas innocent. Et je dis ça en tant que personne qui travaille en auto-entreprise. Je pense que le pourcentage dans tout le secteur culturel des personnes qui sont arrivées à se dire ok, je vais monter mon auto-entreprise en ayant fait une réflexion soi-même du début, en se disant ça va être mon activité, je vais faire ça. Je veux pas inventer de chiffres, mais je pense qu'elle est très minoritaire et que dans la grande majorité des cas, ça arrive quand on se rapproche d'un studio, qu'on se rapproche d'une salle, quoi que ce soit, et qu'on essaye de discuter avec les personnes qui gèrent ça et qui vont venir nous dire ouais, mais en vrai, je pense que tu devrais te faire un statut d'auto-entreprise parce que comme ça, je pourrais te faire travailler un petit peu, tu pourrais travailler un peu ailleurs et tout ça. Et que quand c'est suggéré comme ça, c'est pas pour rien, c'est que c'est énormément à l'avantage de toutes ces boîtes et de tous ces studios-là. Et que si je n'oublie rien, il a été mentionné l'intérêt du coup de se syndicaliser quand c'était le cas, je crois pour les techniciens. Ce sera toujours utile, déjà juste pour ne pas se retrouver seul. Encore une fois, je pense que c'était un peu le fil conducteur de tout ce qui a été dit ce soir, parce que ces statuts-là, ils sont extrêmement à but d'isoler individuellement chaque personne et surtout de ne pas attendre, parce que en fait c'est un peu ce que m'a fait me penser cette question-là, c'est que souvent on a un statut où on se dit ah, je gagne suffisamment d'argent, j'ai l'air d'être un peu à l'aise, ça se passe bien, j'ai des bonnes relations avec mes clients ou aussi avec mes patrons. Pourquoi est-ce que j'irais me syndiquer au final? Il faut attendre que les choses deviennent mauvaises ou graves, c'est déjà presque un peu trop tard. Enfin, c'est jamais trop tard, mais c'est autant prendre les devants et d'essayer d'instaurer quelque chose qui vous protège, qui protège toutes les travailleuses quand ça se passe bien. Et de toute façon, si ça se passait bien et que d'un coup ça se passe mal parce que vous vous syndicalisez, je pense que c'est assez indicateur de l'état d'esprit de vos patrons. Et de permettre du coup d'avoir tous ces outils à votre disposition avant que ce soit nécessaire. Voilà. C'est un peu pour lier avec quand vous parliez de qu'est-ce que sont les événements, tout ce qu'on peut organiser à Lyon en tant que mouvement social. Je pense que le premier, on a cité énormément de choses de grande ampleur, on va dire, mais le premier, pour retrouver ce fil conducteur, ça va être de se syndicaliser et de pas s'isoler. Voilà. Merci. Et juste un petit rappel que on n'a pas besoin de dire aux gens qu'on est syndiqué. Dans certains syndicats, on a même encore cette culture de l'anonymat, ou en tout cas de la possibilité d'avoir presque une identité militante à côté de l'identité qu'on a dans la vie de tous les jours. En tout cas, c'est un peu le cas au STSUE. C'est très lié à Internet et au fait d'avoir un pseudonyme. Les seuls cas où on doit se griller, c'est quand on est représentant d'une entité, donc soit une section syndicale, soit dans un CSE. Et dans ces cas-là, on a des protections qui demeurent pour l'instant dans le droit français. Donc voilà. Merci. Juste une phrase, tu peux comprendre, comme ça c'est rapide.
Et juste pour vous rappeler, en fait, c'est la pensée, la politique qu'il y a derrière cette valorisation de l'auto-entrepreneuriat. C'est vraiment une pensée libérale et en tous les cas, pour l'artiste-auteur, c'est beaucoup plus voyant, mais c'est valable pour tout le monde. Ça ne permet pas de questionner quelle est notre place dans la société. Et on peut s'en emparer. Et là, on parle de droits, de conquis, de choses extrêmement précises, mais on peut parler de manière politique générale et questionner la société, quelle est la place que l'on veut, comment on la prend, et ça peut ouvrir carrément une nouvelle forme. Artiste-auteur, c'est un statut social. Donc on n'a pas de statut concrètement. Donc il y a tout à faire. Bonsoir. Moi, je voulais parler des festivals, en fait, des festivals de cinéma. C'est un secteur d'activité qui est quand même assez développé. Faut savoir qu'en festival de cinéma, malheureusement, il y a très peu d'intermittents du spectacle qui sont embauchés, parce qu'il y a très peu d'équipes fixes de base. Mais toutes les personnes qui viennent sur le moment du festival, en fait, sont pour la plupart, je vais oser le dire, des freelances. Voilà. Donc, oui, parce qu'effectivement, il arrive, les festivals de cinéma ont des statuts divers et variés. Ça peut être des assos, ça peut être des syndicats même, ça peut être des entreprises, et tous n'ont pas la possibilité d'embaucher des intermittents du spectacle. Or, effectivement, c'est un contexte en fait où on vient et on fait un travail parfois pendant 4 jours et après on s'en va, quoi. Sur ce sujet, il y a un collectif qui s'appelle Sous les écrans la Dèche et qui est hyper actif en ce moment et qui est en train qui est en train de créer en fait une convention collective, parce que nous n'avons pas non plus de convention collective. Et ce qu'ils font, c'est top. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés par leurs activités, n'hésitez pas. Et après, je voulais parler d'une petite expérience personnelle. Du coup, dans le cadre d'un festival de cinéma, moi, j'ai eu la douloureuse expérience de vivre une VSS. Et comme on était les deux personnes, on était clients, je n'ai pas eu de protection due à mon statut salarial. Ça a été hyper compliqué à gérer, d'autant plus qu'effectivement les associations féministes de manière générale n'ont pas pu me répondre à mes questions qui concernaient vraiment ce statut auto-entrepreneur, freelance. Et je me suis tournée vers les syndicats. Donc ça peut être quelque chose d'intéressant à faire, auquel on pense pas forcément de premier abord, quoi. Merci. Alex, tu voulais parler? J'en profite aussi. A été mentionné tout à l'heure le fait qu'est-ce qui se passe quand on syndique et qu'est-ce que ça peut apporter en plus. Une des réponses qui a été apportée, c'est de dire on va pas regarder si vous êtes syndiqué pour vous apporter de l'aide. Est-ce que vous pouvez développer un peu les aides qu'apportent les syndicats concrètes, que ce soit au niveau de la permanence juridique, mais aussi tout l'accompagnement qu'on peut faire dans différentes situations, de litige ou non. Mais quelle est votre aide concrète sur le terrain pour les travailleurs et travailleuses? Je pense que c'est quelque chose qui mériterait un peu plus de détails. Il y a une aide, un soutien individuel. Clairement, concrètement, vous pouvez poser votre question à un syndicat face à une problématique réglementaire et on tâchera de vous répondre. Il n'y a pas d'obligation de résultat. Parfois, on peut manquer de compétences, mais en tout cas, on est quand même souvent bien entouré d'avocats et tout. Après, quand il s'agit de mener une procédure juridique, comme celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple sur les musées, on va pas regarder si les travailleurs en question sont syndiqués, s'ils sont syndiqués chez nous, ou s'ils sont, on va souvent s'emparer d'une problématique. Et voilà, ça a été le cas sur un théâtre aussi, au théâtre de Stein, par exemple, une salariée qui avait été victime de discrimination à la grossesse, par exemple. D'ailleurs, elle a gagné le procès au civil et au pénal. Mais voilà, là, c'est le boulot des syndicats de se constituer partie civile aussi dans des procès et de même porter plainte pour des travailleurs sans aucune discrimination syndicale, j'ai envie de dire. Oui, on peut répondre à une question toute simple en fonction de nos compétences et de nos disponibilités. Hein, voilà. Donc là, moi j'ai accompagné quelqu'un que l'URSSAF réclamait des arriérés complètement fausses. Donc ça a été, j'ai pu le faire de manière individuelle, mais il y a des choses un peu plus compliquées où là je me fais aider même d'autres syndicats, parce qu'en ce moment les artistes sont extrêmement visés, disons, même avant qu'il y avait cette
cette réforme ce France Travail. Et là, ils le sont d'autant plus. Donc, on vient leur enlever les droits qu'ils ont déjà. Donc, il faut savoir que, par exemple, l'ASS, s'il y en a qui connaissent, c'est un peu le chômage à la fin du chômage. Là, celui les artistes auteurs y ont droit. Et donc, comment faire pour pouvoir avoir ces droits? J'avais épaulé une artiste dont le dossier faisait bien 50 pages quand elle me l'a montré pour prouver en fait qu'elle avait une activité artistique. Donc le Pôle emploi, France Travail lui disait mais vous n'êtes pas artiste-auteur, prouvez-le. J'ai dû descendre la quantité de ces pages parce qu'elle travaillait tellement par semaine que en fait je me suis dit ils vont jamais le croire alors que c'est juste la réalité. Et pour pouvoir faire avancer ce dossier, j'ai demandé à plusieurs syndicats, ce qui fait qu'elle a été représentée, elle a été reçue à chacun de des convocations par des représentants syndicaux qui lui ont permis, à force d'être reçue, mais au bout d'un an, d'être reçue par quelqu'un, juste un être humain et non pas un robot. Ça nous a pas permis de gagner malheureusement, donc du jour au lendemain, elle s'est retrouvée sans aucun revenu. Mais au moins on a essayé, on a beaucoup appris, on a pu avoir des contacts, on a recommencé le travail. Ça a aidé d'autres personnes à pas se retrouver dans cette même situation. Ça fait partie des choses que l'on fait. Ouais, peut-être pour compléter aussi concrètement, pour ceux qui sont salariés, vous pouvez demander à un syndicat aussi de vous accompagner si vous avez des procédures disciplinaires, par exemple dans un entretien préalable à une rupture conventionnelle ou dans un entretien préalable à un licenciement. C'est un droit que vous avez en tant que salarié. Très rapidement, mais tout à l'heure, on parlait VSS. Typiquement, on peut accompagner et si on n'est pas compétent, on va mettre en contact avec d'autres associations selon les cas. Mais en tout cas, je sais qu'au STSIV, on a des personnes formées sur le recueil de la parole. Et puis, tout simplement, comme on est dans un groupe social, on peut parfois se ressembler. Je sais qu'au STSIV, on a beaucoup de personnes queer. Et forcément, il y a des personnes qui sont travailleurs et travailleuses qui ont des questionnements. Et donc, il y a du partage de vécu et c'est aussi une façon de s'entraider, tout simplement, sans forcément parler d'instances, de commissions ou autres. Aussi, juste en interne, il y a de la solidarité et de l'aide qui se crée. Merci beaucoup. On va finir là. Ah. Merci. Oui, moi je voulais juste faire une petite intervention en mon nom, mais tout à l'heure on a un peu parlé, justement pour rejoindre comment lutter ensuite tous ensemble, quel que soit le statut et quelle que soit l'organisation aussi. Il y a eu la question tout à l'heure de créer ou non un syndicat drague et j'aimerais juste revenir là-dessus et dire juste une petite chose, c'est que moi je te rejoins pas mal là-dessus, c'est de dire effectivement, on peut rejoindre des syndicats existants et c'est hyper important d'aller se renseigner, parler ensemble avec des institutions qui sont déjà présentes. Et c'est d'ailleurs ce qu'on vous invite à faire avec cette table ronde aussi. C'est pour ça qu'on vous présente les syndicats existants. Mais je pense que c'est aussi quelque chose dont on peut se réjouir qu'il y ait des nouveaux syndicats, des nouveaux collectifs. C'est pour ça aussi qu'on a créé le collectif. C'est de dire, en fait, le but, c'est pas de chacun lutter dans son coin et casser en petits morceaux nos forces et au final que ce soit pas productif. C'est aussi de mettre en avant d'autres types de luttes et notamment parfois plus intersectionnelles. Et je pense qu'on peut tous s'apporter et on peut aussi être syndiqué et avoir un collectif à côté. Il y a plein de formes de lutte. Je pense que l'important, c'est de dire qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. La lutte, elle a pas toujours laissé la place à tout le monde, notamment dans certains partis, dans certains syndicats, formes de lutte. Non, mais c'est vrai et c'est important d'en parler. Et c'est ça, je pense, les angles morts aussi peut-être, dont des fois on parlait. Moi, je pense qu'on a tous à apprendre et je pense qu'on a beaucoup à apprendre de vous et je pense qu'on a aussi beaucoup à apprendre de petits collectifs qui parlent aussi de luttes beaucoup plus spécifiques sur, par exemple, l'antiracisme, les luttes LGBT, etc. Donc, c'est ce que je voulais rajouter et merci, à vous. Et je sais pas s'il y a d'autres une dernière peut-être question. On doit finir très vite. C'est la dernière et après ce sera autour d'un verre. Best for last.
je saurais pas formuler la question, je pense, mais c'était juste par rapport à vos interventions en tant que représentant de syndicat. En fait, j'ai appris la définition aujourd'hui, je connaissais pas le terme en français. Est-ce que des accompagnements ou des aides pour des travailleurs ou travailleuses étrangers et étrangères, c'est quelque chose que vous faites? Parce que du coup, on se noie, surtout quand on fait partie du coup quand on est travailleur, travailleuse dans le domaine artistique. La préfecture ne nous aime pas trop. Du coup, voilà. Ah ben ça, voilà. Donc, je sais pas si vous saurez répondre à une question qui n'est pas vraiment formulée. Un travailleur et une travailleuse étrangère est un travailleur ou une travailleuse. Donc, évidemment, c'est le champ d'action syndical. Donc voilà, il y a des personnes formées là aussi dans nos syndicats sur ces questions-là. Moi, je suis assez nul à titre perso, mais dans chaque section, dans chaque syndicat, il y a des gens un peu compétents. Mais enfin, je me permets juste de revenir sur ce que tu disais tout à l'heure. Je suis d'autant plus d'accord que là, le sujet, c'était le syndicat et la lutte sociale, mais en fait, nos organisations syndicales, je pense, toutes sont aussi membres de mouvements non syndicaux. C'est vachement important de le dire quand même. Hein. On n'est pas que sur des questions de droit du travail. On est présent dans plein de combats à côté des syndicats. Et voilà, c'est en dehors de nos mandats et de nos représentativités. C'est important de le dire. Et je me permets aussi de te répondre, en fait, de faire une phrase, parce que la diversité est réellement notre richesse, y compris en termes d'organisation. Et ça m'a rappelé il y a une semaine, je suivais un artiste, il se faisait interviewer pour une radio, et la radio, il vient de s'installer à Lesbos, et la journaliste lui dit comment vous gérez le problème des immigrés? Il a répondu comment je gère cette richesse et cette beauté? Bon, voilà. Nous, on en a assez rarement, mais ça arrive. Et notamment, il y a la question des travailleurs et travailleuses, mais il y a aussi la question des fois des étudiants et étudiantes qui ont les mêmes problématiques de je dois être étudiant et étudiante pour avoir mes papiers de séjour. Mais ses parents m'ont dit que mon M1 était annulé. Comment je fais? Ça arrive. Nous, la plupart du temps, vu qu'on n'est pas forcément les plus adéquates, soit par manque d'expérience, soit parce que c'est pas tout à fait notre compétence, on va aller voir d'autres syndicats qui sont plus en capacité de réagir et d'aider, ou en tout cas d'être main forte. Mais oui, de toute façon, je sais pas pour vous, mais je pense que oui, il y a la question de l'internationalisme qui est omniprésent dans nos luttes et dans notre identité syndicale. Donc, il n'y a pas de raison de pas aider un autre prolétaire, quelle que soit sa nationalité, son orientation sexuelle ou autre. Mais du coup, vous disiez qu'il y avait des syndicats qui étaient plus adéquats que d'autres par rapport à ces questions-là. Est-ce que vous sauriez dire, par rapport aux questions pour les personnes étrangères, est-ce que vous sauriez dire lesquels sont les plus expérimentés personnes au sein des syndicats qui sont... Il y a des personnes plus compétentes que d'autres au sein des syndicats. Après, ça dépend de plein de choses, hein, mais voilà, ça dépend de la question, parce que là, on parle de plein de choses. Si on parle de l'intermittence, c'est pas la même chose que sur la question des artistes-auteurs, voilà, et du métier, ouais, bien sûr. Eh bien, merci beaucoup. Du coup, n'hésitez pas à aller parler directement au syndicat pour vos questions spécifiques, comme ça, il y aura peut-être des personnes plus précises sur vos sujets à vous. On va arrêter ici du coup pour cette table ronde. Là, on voulait vous introduire un peu au syndicat, mais il y aurait plein de débats passionnants à avoir qu'on espère qu'on aura bientôt. Du coup, j'espère qu'on se recroisera. On voulait faire un dernier petit tour de remerciements. On voulait remercier les membres des Copen et notamment Clarisse qui est actuellement à l'autre bout du monde. On voulait remercier Thaïs aussi. On voulait remercier Alex, Elsa, merci Maëva. Merci. Et j'ai oublié personne. Non, des Copen. C'est bon. On voulait aussi dire merci aux bénévoles qui sont présents ce soir. Merci à Rola et à vous deux. Merci beaucoup. Merci aussi aux intervenants et intervenantes d'être venus et j'espère qu'on pourra créer d'autres événements ensemble à l'avenir.
On voulait aussi grandement remercier le Toy Toy qui nous a quand même accueillis gracieusement ce soir et on vous invite fortement à aller voir leur programmation. Il y a plein de flyers à côté de la porte et à consommer chez eux. C'est vraiment un acteur culturel important et nos lieux sont aussi importants que nos statuts, etc. Donc n'hésitez pas à soutenir. Et le bar, je crois qu'il ferme avant 1h, mais le lieu ferme à 1h. Et ensuite, Maëlle. Du coup, où est-ce qu'on peut nous retrouver les Copen, on peut nous retrouver sur Instagram, donc c'est @les_les_ Copen COPAINES. On peut nous retrouver sur Facebook sous le même nom, sur LinkedIn, sur Threads, sur Thread, sur bientôt YouTube du coup pour cette table ronde. Et ouais, c'est notre toute première table ronde, donc on voulait aussi remercier le public d'être venu nous écouter parler des syndicats pendant 2 heures. Donc c'est quand même une performance un mardi soir à l'autre bout de la périphérie lyonnaise. Donc déjà merci beaucoup. On espère pouvoir en organiser d'autres parce que c'était notre toute première. Donc n'hésitez vraiment pas à aller mettre vos suggestions et vos idées dans la boîte à idées qui est juste là au bout. Pour nous aider à nous améliorer et même savoir si vous avez apprécié, qu'est-ce que vous avez comme retour, etc. C'est super important pour nous. Et puis même si après coup vous avez d'autres questions, que ce soit pour les syndicats ou pour les Copen, n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux. Tac. Donc voilà il y a aussi du coup la table où il y a les flyers et tout plein d'autres trucs accès en libre service. On a aussi du coup notre boîte à dons que vous pouvez aller visiter si vous avez envie. Et du coup voilà. Merci encore une fois et n'hésitez pas à aller du coup leur parler là maintenant après cet échange pour échanger en face à face. Merci beaucoup.